madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je vous entends. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, et j'espère que vous voyez aussi les diapos qui sont sous l'écran. On va voir comment faire. Voilà. Vous voyez les diapos? Oui, j'espère. Oui. OK. Donc, j'ai envoyé qu'aujourd'hui les PDF de cette présentation à votre professeur. Désolée, c'est trop tard. Et je vais essayer d'envoyer les autres plus tôt, si vous avez besoin de les imprimer et de prendre des notes. Donc, je suis Pamela Pazetto. Je suis enseignant-chercheur dans un laboratoire de polymères ici au Mans depuis une dizaine d'années. Et je suis italienne, donc mon français, il n'est pas parfait. Je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que ma prononciation, elle n'est pas parfaite non plus. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, ou même la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Vous avez mon adresse mail pour me contacter. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vos adresses mail, mais je pense que votre professeur il va me l'envoyer. Donc, je préfère faire des séances de 1h30 parce que je trouve que 2 heures, c'est beaucoup. Et donc, il y aura une séance que je dois ajouter qui n'est pas encore dans votre planning. Et dans la séance de 1h30, quand même, on va faire une pause de quelques minutes dans 45 minutes. Parce qu'on a le temps de se reposer un petit peu. Et donc, ces cours, on m'a dit de le préparer à niveau L3 Master 1. Donc, c'est possible que vous allez trouver des choses que vous connaissez déjà. Ce n'est pas grave parce que même si on commence des bases sous les polymères, sous les mécanismes de polymérisation, vous avez toute la nomenclature en français. Et donc, même si vous connaissez déjà des réactions ou des concepts, au moins, vous aurez tout écrit en français. Et s'il y en a qui, l'année prochaine, ils vont venir au Mans pour la 2e année de master, au moins, vous aurez déjà un vocabulaire pour ce qui concerne les polymères, la chimie inorganique et la chimie organique, les cours qui sont donnés par mes collègues Fabien et ma collègue Brigitte. Et donc, on aura cette séance d'1h30 et on commence vraiment aujourd'hui par l'introduction à la chimie des polymères et donc on verra les premières définitions. Après, on aura un cours sur la synthèse des polymères. On verra les principaux mécanismes de polymérisation. Donc, polymérisation en chaîne, soit les polymérisations radicalaires et ioniques, les polymérisations par étapes et de coordination. Et on va faire une introduction sur les propriétés mécaniques, thermiques, optiques, électriques des polymères. Les étudiants qui font les Master 1 ici au Mans, au 2e semestre, ils ont beaucoup de cours sur l'analyse thermique et les propriétés mécaniques des polymères, sous les polymères en solution, donc la rhéologie. Et donc, c'est pour ça que ces cours, pour eux, est seulement une introduction. Donc, on ne va pas trop dans les détails. Et je vais terminer, si on aura le temps, pour parler des polymères et les propriétés économiques, et les polymères et l'environnement.
Donc, on parlera de bioplastique, on parlera de polymères biodégradables et on parlera aussi de recyclage des polymères. Si vous voulez lire quelque chose sur les polymères, bon, bien sûr, bibliographique sur Internet. Et il y a des livres qui sont connus un peu partout, sous les bases. Donc, c'est Polymer Chemistry de Stevens. Il est très général. Après, il y a les Principles of Polymerization de Odian, qui est plus dans les détails. Les étudiants français, ils utilisent les chimies et physico-chimie des polymères, qui est écrit en français par Michel Fontanil et Yves Mianou. Et après, tout livre de polymère va bien pour ce niveau de cours, mais il ne faut pas qu'il soit trop vieux. Okay? Donc, vous pouvez chercher plus de détails sous les livres. OK. Et donc, moi, je commence toujours les cours sur les polymères avec ces dessins qui a été fait par mon collègue Pelletier et qui a travaillé beaucoup dans l'industrie des polymères et après, il est devenu professeur à l'université. Et dans ces livres, dans ces dessins, on vous montrait que quand on travaille sur les polymères, on peut commencer à avoir des idées dans un laboratoire de chimie. Par exemple, vous voyez le messier qui est là, c'est les chimistes avec la blouse qui est au laboratoire et qui il a une idée. Il va synthétiser un nouveau polymère. Et donc, quand on a synthétisé un nouveau polymère, ce nouveau polymère, il doit avoir une application parce que la plupart des matériaux, la plupart des polymères qui nous entourent sont des matériaux qui servent à quelque chose. Et donc, si on a une nouvelle idée pour un nouveau matériau, eh bien, il faut le savoir produire en grande échelle. Et donc, vous voyez à gauche un messier qui est l'ingénieur de procédés. Qu'est-ce qu'il fait, l'ingénieur de procédés? Il réfléchit à comment on peut passer tout laboratoire où on fait des réactions en petite échelle, donc dans des ballons, et on purifie avec un filtre, à la production à niveau industriel. Donc, quand on a la production à niveau industriel et on doit chauffer quelque chose, on a besoin de réacteurs qui font des grandes tailles. On a besoin de beaucoup d'énergie électrique. Si on doit refroidir, on a besoin de circuits avec de l'eau. Et si on doit purifier, on ne peut pas avoir une énorme élermaille avec une énorme bouche nerf. Et donc, les méthodologies, les procédures pour faire cette petite synthèse du labo en industrie sont connues et sont mises à point par les ingénieurs des procédés qui doivent travailler avec les chimistes qui sont dans les laboratoires. Et donc, dans une usine, dans une industrie, on peut faire quoi? Soit des polymères, soit des monomères. Si on fait des polymères, par exemple, on fait des polystyrènes. Les polystyrènes, on les fait sous forme de billes, sous forme de granulats. Et après, on doit les mettre en forme pour faire des objets. Donc, on va mener notre polystyrène dans une industrie pour pouvoir le mettre en forme. Donc, il y a tous les protocoles d'extrusion, de soufflage. Ici, on voit une chaîne d'extrusion avec la vis et tout. Et toute cette machine sert pour faire des objets. Donc, on peut avoir du polystyrène et on peut l'utiliser pour faire la bouteille de polystyrène. Qu'est-ce qu'on fait
avec tous les objets. Il y a ce troisième monsieur qui est l'ingénieur du produit. Donc, c'est la personne qui s'occupe de marketing. C'est la personne qui doit vendre ses produits aux clients. Et donc, lui, il doit penser à comment on peut vendre tous ces produits et il doit écouter la demande des clients. Donc, on sait que qui achète des bottes pour aller au ski, il ne veut pas des bottes noires, il veut des bottes rouges, oranges, vertes, il veut choisir. Et donc, lui, il sait qu'il peut vendre un produit si les produits, il est sexy, si les produits plaisent aux consommateurs. Mais comment on fait pour faire des bottes rouges? Eh bien, c'est les chimistes qui doivent dire comment on peut mélanger un polymère à un additif coloré pour avoir un polymère rouge. Et donc, il y a un cercle entre les chimistes qui est au labo, l'ingénieur qui s'occupe de la montée en échelle de la production et la personne qui s'occupe de vendre, enfin, les objets qui en ont fait grâce au polymère. Et donc, par rapport à des matériaux inorganiques ou à des petites molécules organiques, la philosophie du travail qu'on fait au laboratoire, elle n'est pas la même. D'accord? Donc, il faut toujours considérer, si vous travaillez avec des polymères, si vous allez synthétiser des polymères, qu'il y a tous ces mondes et que donc, quand on travaille dans les polymères, on est dans un travail interdisciplinaire. Et donc, ça, c'était pour situer les polymères dans l'économie, dans la vie aussi de tous les jours. Dans cette partie aujourd'hui, comme je dis, on va vraiment faire l'introduction à la chimie et aux propriétés des polymères. Et donc, on va commencer par qu'est-ce que ça veut dire, les mots polymères. Donc, en grec, poly, ça voulait dire plusieurs, et mère, ça voulait dire une partie. Donc, un polymère, c'est quelque chose qui est fait à partir de plusieurs petites parties. Aujourd'hui, on sait qu'un polymère, c'est une macromolécule qui est formée par l'union de unités qu'on appelle, donc, encore une fois du grec, monomère, une seule partie. Et ces molécules, ils ont la capacité de réagir avec eux-mêmes. Et quand ils vont réagir avec eux-mêmes, on a beaucoup de fois la même molécule et on appelle ça un polymère ou une chaîne de polymères. Donc, les mots français, c'est chaîne de polymères. Et cette chaîne de polymères, elle commence par un groupement chimique, elle termine par un autre groupement chimique, et en français, ils sont appelés les bouts de chaîne, les extrémités de votre chaîne. Et la réaction qui nous permet de passer des monomères au polymère s'appelle polymérisation. Les molécules qui peuvent former des polymères, ils vont se lier de façon covalente. Donc, c'est des liaisons très, très fortes, ce qui explique que les polymères sont des macromolécules très, très fortes et que, à cause du fait qu'ils sont faits par beaucoup, beaucoup de petites molécules, ont des propriétés mécaniques et thermiques et un comportement qui est différent par rapport aux petites molécules. Bien sûr, pas toutes les molécules ont la capacité de lier avec eux-mêmes et donc il n'y a que certaines molécules
qui vont donner toutes les classes de polymères. Donc, on se rappelle en français, comme en anglais, polymer chain et chain hands. Et donc, quand on a une réaction classique de la chimie organique ou de la chimie inorganique, on a à gauche les réactifs, la molécule A plus la molécule B donne les produits C et les produits D. Dans votre réaction de polymérisation, vous avez N monomères qui vont réagir pour donner une chaîne dans laquelle les N monomères ils se sont liés et on appelle le monomère dans les polymères, on l'appelle l'unité de répétition. Et je vous rappelle les différences entre des produits d'une réaction organique qui sont des molécules et les produits des réactions de polymérisation, les polymères. Alors, la structure chimique des produits n'est pas la même. Comment on fait pour caractériser les produits? Eh bien, parfois, on utilise les mêmes techniques, donc notamment la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, donc les spectres Raman du proton et du carbone, parfois du phosphore, si on a des monomères phosphorés. Et on peut faire les spectres infrarouges, on peut faire les spectres Raman, donc on peut faire la spectrométrie de masse, mais on verra, ce n'est pas les mêmes appareillages et la même méthode pour les molécules organiques ou les polymères. Ensuite, les mécanismes de polymérisation ne sont pas les mêmes et les cinétiques de polymérisation ne sont pas les mêmes par rapport à des réactions classiques de la chimie organique. Il y a d'autres paramètres, comme la viscosité du milieu, qu'il faut considérer. Et quand on parle de synthèse de polymères, en pratique, on n'a pas parfois les mêmes équipements, donc même à niveau de pratique de laboratoire, ça peut changer. Mais surtout, les polymères, souvent, sont des matériaux. Vous avez un film polymère, vous avez une mousse polymère, vous avez une fibre polymère. Donc, vous avez un matériau et vous devez caractériser aussi ces matériaux. Vous devez caractériser les propriétés mécaniques, vous devez caractériser la surface, par exemple. Donc, quand vous formez des matériaux, vous ajoutez aussi la caractérisation des propriétés physiques, en plus que la caractérisation de la structure chimique. Dans certaines universités, il y a des cours sur l'histoire de la science, sur la philosophie de la science. Dans notre parcours de master, il n'y a pas d'histoire de la science, il n'y a pas d'histoire de la chimie. Donc, j'ai mis une seule slide pour faire un petit historique sur les polymères. Les polymères, c'est des molécules chimiques et des matériaux qu'on a appris à faire très, très tard. Les chlorures de sodium, par exemple, étaient déjà connus par les Romains. Ils appelaient ça natrum. Ils savaient que c'était un sel, ils savaient qu'il était dissous dans l'eau. Mais les polymères, la plupart, on a appris à les faire dans les derniers siècles. C'est sûr, les polymères naturels, comme la cellulose, ils ont toujours existé, mais on n'avait pas les connaissances théoriques pour comprendre que la cellulose, c'était un polymère qui venait du glucose, qui était lié
d'une certaine façon à une autre molécule de glucose. Et donc, c'est qu'en 1833 que le scientifique Berzelius a prononcé les mots polymère. Donc, qui a compris qu'il y avait une unité qui était toujours la même et qu'on avait des grosses molécules formées par des molécules plus petites. Les premiers polymères qui ont été synthétisés, ça a été les polystyrènes. Donc, les styrènes, c'est une des fractions qu'on a du raffinage du pétrole. Et donc, on est arrivé encore au 19e siècle, dans lequel on ne connaissait pas trop de polymères et on n'avait pas de moyens pour connaître leur structure chimique. Et donc, il n'y avait pas un commerce des objets qui étaient faits à partir de polymères. Et les premiers polymères qui ont été produits en grande échelle, c'est la bakélite. Vous voyez, c'est un radio au début de l'autre siècle. Et la bakélite, c'était un polymère noir, très, très dur, très, très cassant, très, très lourd, très dense, et était utilisé pour faire les premiers téléphones, pour les radios. Et c'était les premiers polymères produits en grande masse. Ensuite, il y a des scientifiques comme Staudinger et Carothers qui ont fait avancer les connaissances théoriques. Donc, ils ont commencé à parler de molécules de masse molaire élevée et de forces intermoléculaires qui permettaient de les agencer. Et Carothers, c'est l'auteur de la synthèse du premier nylon, donc qui a permis de produire les collants et les fibres de nylon. Et après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a l'Allemagne qui a beaucoup avancé dans la production du caoutchouc synthétique, car il manquait l'approvisionnement en caoutchouc naturel qui vient justement des pays asiatiques, donc du Vietnam, de l'Indonésie, de la Thaïlande. Et il y a des prix Nobel qui ont été donnés, par exemple à Ziegler et Natta, parce qu'ils ont contrôlé les procédés pour produire les polypropylènes et les polyéthylènes. Et ils ont permis donc d'avoir tous les objets en polyisoprène et en polypropylène. Et enfin, les dernières avancées pour les polymères, c'est par exemple toutes les techniques de polymérisation radicalaire contrôlée qui ont permis de faire des polymères de masse molaire bien définie et bien contrôlée et qui sont d'il y a 20 ans, plus ou moins 20-30 ans. Donc, si vous avez des curiosités, donc vous pouvez chercher encore l'histoire des polymères. Les messages, c'est que les polymères, c'est des matériaux qu'on sait faire depuis très, très peu de temps par rapport à d'autres types de matériaux inorganiques, par exemple, ou des petites molécules organiques. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, beaucoup de définitions, donc c'est bien pour le langage en français. Alors, un monomère, quand on veut schématiser, on utilise la lettre M. Et donc, N monomère, il vous donne les polymères. On met toujours en parenthèse carrée les monomères ou l'unité de répétition. On met un N en bas pour dire qu'il y a N molécules qui ont réagi. Et on définit oligomère en petit polymère. Encore une fois,
oligo en grec, ça veut dire peu, très peu. Et donc, tous les polymères de faible masse molaire sont appelés oligomères et ils ont des propriétés différentes par rapport au même polymère qui a une masse molaire beaucoup plus importante. Parce que les propriétés mécaniques des polymères ou autres propriétés sont directement en relation avec la masse molaire. J'ai déjà dit, les extrémités de votre polymère, de votre chaîne de polymères, sont appelées les bouts de chaîne. Vous pouvez avoir les mêmes extrémités ou, comme ici, deux extrémités différentes. En général, on parle de chaînes mortes, des chaînes de polymères dans lesquelles Y et X sont de groupements qui ne peuvent plus donner des réactions chimiques. Ça peut être un groupement, par exemple, méthyle, un groupement éthyle. C'est des groupements dans lesquels il n'y a plus de réactions chimiques possibles. Par contre, les nouvelles techniques de polymérisation permettent de produire des chaînes qu'on appelle vivantes parce qu'on a des groupements qui peuvent encore donner une réaction chimique. Et ça peut être une réaction chimique dans laquelle vous changez l'extrémité de chaîne ou vous ajoutez un deuxième monomère et donc vous continuez une polymérisation. Ici, la polymérisation contrôlée est faite la deuxième année du master. Donc, est-ce que vous avez des cours cette année chez vous de polymérisation contrôlée? Est-ce que vous savez? Bon, si vous allez venir au Mans, donc toutes les techniques pour faire des polymères vivants ou des polymères à masse molaire contrôlée, donc ça c'est les programmes de la deuxième année de master. Après, on pourrait parler beaucoup de la différence entre les polymères naturels, les biopolymères et les polymères synthétiques. Mais je vais faire plutôt ça à la dernière partie du cours, si on aura le temps. Donc, on peut faire une autre distinction. Donc, on a les homopolymères. Il y a beaucoup de mots en français, en italien, en espagnol qui viennent du grec. Et donc, pour nous, c'est simple parce qu'on sait que homo, ça veut dire c'est les mêmes. Et donc, un homopolymère, c'est un polymère qui est formé par un seul monomère. Donc, on peut avoir une chaîne A. C'est toujours les mêmes monomères. Mais on peut avoir aussi des copolymères. Donc, là, on a deux ou plus monomères qui peuvent réagir. Et quand on a deux monomères qui vont réagir, A et B, on peut avoir plusieurs possibilités pour la structure chimique de votre polymère. Et donc, dans un cas, on a un polymère qu'on appelle statistique parce qu'on a un monomère, après deux de l'autre type, après encore un, après trois. Donc, chaque monomère, il va réagir avec les premiers qu'il va trouver. Et donc, la distribution des monomères est statistique. Il y a des monomères qui préfèrent réagir avec l'autre monomère plutôt qu'avec eux-mêmes. La réaction, elle est plus rapide avec un polymère qui est différent. On appelle ça les copolymères alternés parce qu'on a A, après on a B, après on a A, après on a B. Et en français, on alterne les monomères.
Et c'est très régulier, un après l'autre, après l'un et après l'autre. On peut avoir des polymères qui sont faits par des blocs. Donc, d'abord, il y a un monomère, après, il y a un autre monomère, et après, il y a un autre monomère. On a des diblocs avec 2, des triblocs avec 3, etc. Et on a plusieurs techniques pour pouvoir passer d'un polymère à un polymère dibloc, un polymère tribloc. Et les polymères diblocs ou triblocs, ils ont des propriétés très, très intéressantes, surtout quand ils sont en solution. Et les derniers types de polymères, on peut parler d'un polymère qui est greffé. Quand vous avez une chaîne principale et vous avez un des monomères qui peut réagir une deuxième fois avec un deuxième monomère. Et donc, vous avez une chaîne principale et une chaîne qui est greffée, qui est accrochée à la chaîne principale. Et les étudiants de Master 1 qui sont ici au Mans ont des travaux pratiques sous la synthèse, par exemple, de copolymères. Et ils doivent calculer les rapports de réactivité pour voir si on a plutôt un polymère statistique ou alterné ou à bloc. Et cette notion de rapport de réactivité considère la vitesse de la réaction d'un monomère avec lui-même vis-à-vis de la vitesse de réaction avec un autre monomère. Donc, on pourrait voir aussi les formules pour la suite. Et ensuite, les étudiants, ils font les spectres de résonance magnétique nucléaire du proton et ils arrivent à définir les pourcentages de chaque monomère dans les copolymères à partir de plusieurs mélanges de polymères du départ, de monomères du départ. Ça, on pourra le voir plus tard. Ensuite, on a encore des définitions. Donc, on parle de polymère linéaire quand vous avez un polymère dans lequel les monomères ils se sont liés les uns après les autres. Parfois, certains monomères ils peuvent faire une troisième liaison et on a des chaînes de polymères qui commencent à partir de la chaîne principale. On appelle ça de polymères ramifiés ou branchés. C'est important de connaître la structure chimique de votre polymère parce qu'un polymère linéaire et un polymère ramifié et branché, par exemple, s'ils ont la même masse molaire, ils ne vont pas avoir la même viscosité quand ils sont en solution ou à l'état fondu. Les interactions que vous pouvez avoir entre les polymères linéaires et entre les polymères ramifiés sont légèrement différentes. Et donc, les matériaux polymères que vous allez obtenir, il aura aussi des propriétés différentes. Une troisième grande famille de polymères, c'est les polymères qui sont appelés réticulés, donc en anglais, polymères cross-linked, qui forment des réseaux tridimensionnels, tridimensional network. Vous avez des chaînes, vous pouvez les reconnaître, mais vous avez des liaisons covalentes entre les chaînes. Et donc, vous avez quelque chose qui est un polymère en 3 dimensions. Et on verra les propriétés de ces polymères réticulés, comme ne sont pas les mêmes des polymères linéaires.
Et justement, après quelques définitions, on voit qu'on peut classifier les polymères selon certains critères. Ici, on peut faire la classification entre les thermoplastiques et les thermocètes. Alors, les polymères qu'on appelle les thermoplastiques sont des polymères qui sont linéaires ou légèrement branchés et ils sont solubles dans certains solvants et ils peuvent fondre et couler. Les thermocètes sont les polymères réticulés, donc c'est les réseaux tridimensionnels qu'on a obtenus parce que, je vais faire marche arrière, on a mis entre les chaînes principales des agents réticulants. Les agents réticulants, c'est des monomères qui peuvent réagir 2 fois ou 4 fois, si vous voulez, et qui permet de lier les chaînes entre eux de façon covalente. Donc, ces polymères thermocètes, ils sont insolubles parce que vous ne pouvez pas casser les liaisons covalentes si vous les mettez dans un solvant et ils ne peuvent pas fondre et couler. Donc, je vous ai mis des dessins pour vous aider à vous rappeler de ces concepts. Et donc, on a dit les polymères linéaires et réticulés ont des propriétés différentes. La première, c'est la solubilité. Quand on veut montrer des polymères linéaires à l'état solide, on peut imaginer qu'ils sont comme une assiette de noodles. Toutes les chaînes de polymères, ils sont enchevêtrés, ils sont collés les unes aux autres grâce à des liaisons non covalentes. Donc, quand on est à l'état solide, les chaînes sont collées, les liaisons non covalentes sont nombreuses et il dépend de la nature chimique de l'unité de répétition. Quand vous mettez votre polymère matériau dans un solvant, c'est comme quand vous allez mettre votre noodle dans l'eau. Vous pouvez séparer les chaînes. Vous avez donné de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique casse les liaisons non covalentes, qui sont des liaisons faibles, et vous pouvez séparer les chaînes. Donc, les polymères thermoplastiques, vous pouvez trouver un solvant qui va le solubiliser. Mais les polymères réticulés sont des polymères qui sont tridimensionnels, sont normalement des matériaux poreux. Okay? Ils ont plein de pores. Donc, les trous qu'on voit, en français, ils sont appelés des pores. Et quand vous avez un solvant, le solvant, il va rentrer dans les pores et il va occuper un volume. Donc, il fait gonfler votre polymère. Les solvants, ils restent dedans, mais le polymère, il n'est pas dissous. Donc, pour ces polymères, on peut mesurer ce qu'on appelle les taux de gonflement. On verra plus tard, qui nous permettent d'avoir des informations sous la taille des branchements entre les chaînes.
Ça, on verra plus tard sur les propriétés mécaniques. La deuxième différence entre les polymères linéaires et réticulés, c'est les comportements vis-à-vis du chauffage, de l'augmentation de la température. Si on prend votre assiette de noodles et on chauffe, la chaleur donne de l'énergie cinétique aux chaînes de polymères et ils commencent à glisser par rapport les uns aux autres, comme si vous avez des serpents qui bougent les unes par rapport aux autres. La chaleur va casser aussi les interactions non covalentes entre les chaînes de polymères et vous avez des chaînes qui peuvent glisser. Donc, votre polymère, il peut fondre, passer de l'état solide à l'état liquide, il peut fondre et il peut couler. Cette propriété, ça vous permet d'avoir des objets. Vous pouvez fondre un polymère, les faire couler dans une boule et obtenir un objet. Par exemple, une bouteille, une assiette, une cuillère. Ça, c'est des objets qui sont faits par des polymères thermoplastiques que vous avez mis dans un système dans lequel ils sont fondus. Ils peuvent marcher et donc ils peuvent couler dans une boule et quand les chaînes vont refroidir, vous avez à nouveau un polymère solide. Si vous chauffez par contre un polymère thermoset, eh bien, les polymères thermoset, ils ne peuvent pas fondre parce qu'ils ne sont pas composés par des chaînes. Donc, votre polymère thermoset, il va augmenter de température. Si vous donnez trop de température, si vous chauffez trop, vous allez déstructurer les polymères. Vous avez cassé les liaisons covalentes et à la fin, vous allez cramer votre polymère. Et on verra, ces comportements, c'est à la base du fait que certains polymères peuvent être recyclés, les thermoplastiques, pour faire des nouveaux polymères. Et les polymères thermoset, ils ne vont pas être recyclés. Comme je vous avais dit, on va faire une pause de 3 minutes, OK? Parce qu'on est à moitié de l'heure et demie. Et on continue avec les autres définitions.
OK. Donc, je vais reprendre les deuxièmes 45 minutes. Alors, encore un autre type de classification qu'on peut faire pour les polymères, c'est selon les mécanismes de polymérisation. Donc, c'est comme en anglais, vous avez la chain polymerization et la step polymerization. En français, c'est la polymérisation en chaîne dans lesquelles les monomères ils vont réagir entre eux, ils forment des oligomères et les nouveaux monomères, ils vont réagir avec la première chose qu'ils vont rencontrer. Ça peut être un nouveau monomère, un petit oligomère, une chaîne plus longue. Et donc, tout le monde peut réagir avec tout le monde. Un exemple de cette polymérisation, qui s'appelle aussi par addition, c'est tous les polymères qui viennent des vinyles, donc CH2, CH quelque chose, qui vont réagir pour former des petits dimères, trimères, oligomères, donc dans laquelle votre unité il va se répéter. Et dans ces polymères, si vous comptez les nombres d'atomes qui sont dans les monomères, vous retrouvez tous les atomes dans l'unité de répétition. Donc, 3 atomes de carbone, 2 oxygènes, 3 hydrogènes. L'autre grand type de polymérisation, c'est la polymérisation par étapes, dans laquelle vous avez une seule possibilité pour ajouter les monomères, c'est qu'aux extrémités de la chaîne. Et en plus, quand vous faites de polycondensation, vous avez un monomère qui va réagir à chaque réaction d'un de ces groupes fonctionnels avec l'extrémité des chaînes d'un dimère, d'un trimère, d'un oligomère. Vous avez une élimination d'une molécule d'eau ou d'une petite molécule. Et donc, dans l'unité de répétition, vous avez moins d'atomes que dans les polymères lui-même. Et donc, ça, c'est l'exemple pour toutes les polyamides qui, dans ces cas-là, sont obtenus par un monomère qui contient un groupe amino et un groupe acide en même temps. Donc, on verra, il y a d'autres façons de faire les polyamides. Et donc, encore une fois, ça peut plus changer le diapo. Donc, on a parlé de structure linéaire des polymères, structure ramifiée, structure tridimensionnelle, mais surtout grâce aux nouvelles techniques de polymérisation, on peut faire des polymères qui ont des structures différentes, comme les polymères qu'on appelle en étoile. Donc, on a un monomère et on a des chaînes qui vont croître dans plusieurs directions. Donc, ce sont des chaînes linéaires, mais qui sont unies à une extrémité. On a des polymères qu'on appelle la peigne, parce qu'il y a une polymère qui est la structure principale, le squelette, et on a des polymères qui ont grandi à partir de certains des monomères qui sont dans la chaîne principale. Donc ça, c'est des chaînes de polymères, ce n'est pas des petites molécules, des petits groupements. On a des polymères qui ne sont pas des polymères réticulés. On les appelle à échelle parce qu'on a 2 chaînes principales et on a une liaison chimique entre les 2 chaînes. Donc, des polymères qui se sont mis à travers. On commence à avoir des applications pratiques, par exemple, comme médicament, des dendrimères, dans lesquels vous avez un monomère de base qui a 2, 3, 4 fonctionnalités et qui permet de faire croître un polymère sous forme sphérique ou sous forme de disque plat.
Et vous vous retrouvez à chaque fois un nombre supérieur de groupements qui permet de réagir avec d'autres monomères. Et donc, les dendrimères, souvent, sont utilisés pour la drug delivery, justement parce que vous pouvez lier beaucoup de monomères, beaucoup de molécules actives à chaque particule de dendrimère. Et donc, vous pouvez transporter beaucoup de, par exemple, médicaments avec une seule molécule. Il y a des polymères qui on sait faire, et il n'y a pas encore beaucoup d'applications, comme les polyrotaxanes, donc un polymère linéaire, et des polymères sous forme cyclique qui sont au milieu, ou des polycaténanes, donc sont des chaînes de polymères qui sont renfermées par des autres chaînes de polymères, et ça comme si on avait un collier. Il y a de la littérature, il n'y a pas trop encore d'applications pratiques. Par contre, comme je vous ai dit, avec les copolymères à bloc, on peut faire des objets si on les met en solution. Et on parle de assemblage supramoléculaire. Donc, votre polymère à bloc, il peut être, par exemple, constitué par un polymère hydrophile, les bleus, qui est lié à un autre polymère hydrophobe, les vertes. Donc, vous avez un copolymère amphiphile. Quand vous mettez un copolymère amphiphile dans l'eau, il a les mêmes comportements que les détergents, que les surfactants. Si vous avez une concentration qui est supérieure à la concentration micellaire critique, vous formez un micelle. Toutes les parties hydrophobes sont au milieu. Toutes les parties hydrophiles qui aiment l'eau, ils sont en contact avec l'eau. Donc, vous formez des micelles dans l'eau. Ici, on a un groupe qui travaille beaucoup sous la synthèse de copolymères amphiphiles et sous l'étude de la formation des micelles sous les applications. Avec des copolymères amphiphiles, vous pouvez faire des objets grâce à l'assemblage supramoléculaire qui rassemble à des molécules d'origine naturelle, comme les ribosomes. Par exemple, les chaînes de copolymères, ils peuvent s'orienter sous forme de couches et bicouches et former une particule qui est vide à l'intérieur et qui est formée par une couche bleue de polymère hydrophile en contact avec l'eau, une couche verte de polymère hydrophobe au milieu et encore une couche bleue de polymère hydrophile à l'intérieur. Et ces particules, les polymersomes, ont été utilisées pour mettre quelque chose à l'intérieur. Si vous changez les pH de votre solution, si vous changez la température, si vous ajoutez un surfactant, les polymersomes ils peuvent s'ouvrir et relarguer la molécule que vous avez immagasinée à l'intérieur. Donc, c'est des particules qui sont prometteuses pour le transport des médicaments. Donc, on a des exemples de drug delivery avec les polymersomes. Mais ce qu'on a fait beaucoup récemment, c'est la fonctionnalisation des surfaces avec des polymères et des matériaux inorganiques pour avoir ce qu'on appelle les matériaux hybrides. Un matériau hybride ou un matériau composite, il est formé par une partie organique, en général un polymère, et une partie inorganique, mais qui sont liées de façon covalente.
Donc, je vous ai pris une image. À l'intérieur, ici, il y a une particule de silice et c'est un silice mésoporose. Donc, tout ça, c'est des pores qui sont orientés vers l'extérieur. Ici, c'est vide et toute cette couronne, c'est du polymère. Donc, on peut jouer, on peut faire des architectures complexes parce qu'on a greffé un polymère à la surface d'une particule de silice avec une conformation particulière. Et on peut donc fonctionnaliser la surface de petites particules de silice, particules d'oxyde, par exemple. Si vous allez sur le site de Krzysztof Maciejewski, donc c'est un chimiste polonais qui travaille aux États-Unis, et lui a inventé une des techniques de polymérisation contrôlée les plus utilisées. Donc c'est la technique qui permet aussi de faire pousser un polymère à la surface d'une particule sphérique comme celle-là, ou à la surface d'une lamelle, donc des surfaces pleines. Et la technique qui lui a inventée, c'est la TRP. C'est pas important, mais ce type de matériaux, jusqu'à il y a quelques années, on ne savait pas comment les faire. Et donc, on mettait une couche de matériaux inorganiques, une deuxième couche de film polymère collée. Mais le problème, c'est que quand vous collez un polymère en surface, avec les solvants, avec la température, avec l'action des rayons UV, parfois, vous avez un décollage ou vous avez la formation de rides. Et donc, pour avoir des matériaux plus performants, c'est bien si on peut greffer covalentement un polymère sur une surface. Je vais vite sous la nomenclature de polymères. Donc, en anglais comme en français, il y a des règles définies par la UPAC. Et donc, vous pouvez appeler un polymère polyméthylène parce que c'est les méthylènes, l'unité qui se répète, ou les polyoxy-1-fluoroéthylène parce que c'est l'unité qui se répète. Mais si on regarde les mêmes polymères, vous pouvez les décrire aussi grâce au processus de formation. Donc, celui-là, vous pouvez l'appeler normalement des polyéthylènes parce que vous prenez les gaz éthylène ou vous trouvez les monomères éthylène et vous les faites réagir pour former du polyéthylène. Et après, on utilise beaucoup des acronymes, des sigles pour désigner les polymères. Donc, on a des tables. Donc, on sait que PS, c'est polystyrène, PET, c'est le polyéthylène terephthalate, etc., etc. Pardon. Non, c'est de l'autre côté. Pour les copolymères, justement, vous écrivez poly, parenthèse carrée, premier monomère, CO, deuxième monomère. Et par exemple, vous pouvez avoir un copolymère styrène métacrylate de méthyle, et donc vous l'écrivez polystyrène, CO, métacrylate de méthyle. Ici, c'est en parenthèse carrée, je me suis trompée. Et après, il faut ajouter, si les deux monomères, ils ont réagi pour donner un polymère statistique, stat, alterné, alt, à bloc, loc, ou greffé. Donc, quand vous écrivez les polymères, vous donnez aussi une information
sous la structure chimique. Pour ce qui concerne les polymères, à différence des petites molécules, vous avez à chaque synthèse la production de plusieurs masses molaires. À moins que vous êtes dans le cas de la polymérisation contrôlée, vous avez toujours une dispersité de masse molaire qui est indiquée par cette lettre. Et donc, vous pouvez visualiser dans un graphique que vous avez un petit pourcentage de polymères avec une petite masse molaire. Vous avez un certain pourcentage de polymères qui ont à peu près la même taille. Et vous avez un petit pourcentage de polymères avec une grande masse molaire. Et donc, la distribution, c'est une distribution gaussienne. Elle peut être très large dans certains cas de polymérisation. Elle peut être plus étroite dans certains cas de polymérisation. Et pour représenter ces phénomènes, donc, on parle pour les polymères de masse molaire moyenne en nombre si on considère la masse molaire moyenne dans certains nombres de chaînes et on considère combien de chaînes il y a avec cette masse molaire. On peut calculer la masse molaire moyenne en poids si on introduit le pourcentage de poids, si on introduit les pourcentages de chaque molécule pour chaque poids. Et les rapports entre, et on appelle en français la MN et les MW, les rapports entre la masse molaire moyenne en poids et la masse molaire moyenne en nombre, ça vous donne justement la dispersité. Plus la dispersité est égale à 1, plus vous avez des chaînes qui ont cette distribution, ils ont presque tous la même masse molaire. Plus la dispersité est grande, et plus vous avez une courbe qui ressemble à cette courbe rouge. Et donc, vous avez beaucoup de différences entre les petites chaînes, les grandes chaînes et les chaînes moyennes. Et donc, comment on fait pour calculer les masses molaires des polymères? Alors, on n'a pas ces problèmes pour les molécules organiques. On peut demander une analyse élémentaire. On peut faire un spectre de masse. Pour les polymères, c'est plus compliqué parce qu'on verra, parfois les polymères sont insolubles ou parfois ils n'ont pas les caractéristiques pour mesurer la masse molaire grâce aux appareillages. Et par exemple, il y a des méthodes qui étaient utilisées beaucoup à une époque, un peu moins aujourd'hui. Vous pouvez mettre les polymères en solution et mesurer certaines propriétés de la solution des polymères. Par exemple, il y a des appareillages qui sont appelés osmomètres et qui vont calculer la force nécessaire pour les solvants pour passer d'une solution de polymère à les solvants purs à travers une membrane. Donc, vous avez pratiquement des solutions à préparer et c'est l'appareillage qui va faire les mesures. Il y a la tonométrie. Les principes, c'est de voir comme la pression de vapeur d'un solvant change quand vous ajoutez un soluté. Ici, les solutés, c'est les polymères. Et quand, justement, vous augmentez la quantité de soluté
la pression de vapeur diminue. Et grâce à des mesures de pression de vapeur du solvant, vous pouvez calculer en connaissant la masse du polymère que vous avez introduit, vous pouvez calculer combien de moles il y avait de votre soluté et donc la masse molaire aussi de votre soluté. Mais vous n'avez pas une mesure de la dispersité. Vous avez toujours une masse molaire qui est moyenne. Mais ça ne vous dit pas si vous avez des chaînes qui sont à peu près toutes de la même taille ou si vous avez des chaînes très petites, très grandes, très moyennes, encore très petites. On peut exploiter aussi les propriétés colligatives. Quand vous ajoutez un soluté à un solvant, la température d'ébullition va augmenter et la température de congélation va diminuer. Ça, c'est en fonction de la concentration de soluté que vous ajoutez. Et ça vous permet de remonter à la masse molaire du polymère. On verra pour la partie polymère en solution, il y a des appareillages qui mesurent la diffusion de la lumière. Concrètement, vous avez vous avez des cuves dans lesquelles vous mettez la solution. La lumière va passer à travers. Elle est déviée par les particules de polymère qui est en solution en certaines formes. Et vous pouvez calculer, on le verra plus tard, les rayons dynamiques de votre chaîne de polymère en solution et donc remonter à la masse molaire. Donc ça, on en reparlera plus tard quand on parlera des polymères en solution. En réalité, pendant longtemps, on a mesuré aussi des masses molaires grâce à la viscosité, à des mesures de viscosité. On pouvait préparer une solution de polymère, faire passer dans un viscosimètre de ce type. Donc, la solution va couler et on allait mesurer les temps que la solution a employé pour passer, par exemple, d'ici à ici. Selon de la masse molaire de votre polymère, vous avez votre solvant qui change la viscosité et selon de la viscosité de la solution, la vitesse d'écoulement change. Et donc, il y a une relation entre la viscosité intrinsèque de votre solution et la racine carrée de la masse molaire moyenne de votre polymère. Donc, utiliser cet appareillage, c'était assez simple, mais les problèmes de toutes ces techniques, c'est que vous n'avez pas un moyen de connaître la dispersité. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui plus souvent, c'est d'utiliser la chromatographie à exclusion stérique, appelée SEC ou CES, ou appelée aussi chromatographie de perméation sous gel. Donc, c'est une chromatographie liquide. Ça veut dire que vous avez une colonne. Normalement, c'est une colonne en acier. Cette colonne est remplie par une phase stationnaire qui est un gel. Un gel, c'est un polymère réticulé. Donc, c'est un matériau qui a des pores. Et ensuite, vous faites passer un solvant à travers la colonne qui est la phase mobile. Donc, si votre polymère il est soluble dans ces solvants, vous préparez une solution de ce polymère et vous allez l'injecter dans la colonne. Grâce à une pompe, le solvant va circuler, il va passer à travers la colonne et il va mener vos chaînes de polymère. Or, dans votre échantillon,
il y a un mélange de grandes chaînes de polymères et des petites chaînes de polymères. En solution, les grandes chaînes de polymères, ils ne vont pas rester allongées. Okay? Ils vont se mettre sous forme statistique de pelote pour essayer d'avoir une conformation sphérique. Les grandes chaînes forment des grandes pelotes et les petites chaînes forment des petites pelotes. Donc, quand vous injetez tout ça en chromatographie d'exclusion stérique, vous avez des pores dans lesquels les grosses pelotes, les polymères à masse molaire élevée, ne peuvent pas rentrer. Donc, ils vont passer dans les solvants et ils vont sortir de la colonne dès que possible, en premier. Les petites chaînes, ils se sont enroulés. Quand vous les avez injetés dans la colonne de chromatographie à exclusion stérique, eh bien, ils peuvent rentrer dans les pores de quoi? De votre phase stationnaire, les gels, les matériaux macroporaux. Ils rentrent dans les pores, ils sortent. Ils rentrent dans les pores, ils sortent. C'est un équilibre dynamique. Ils rentrent dans les pores, ils sortent, etc. Et donc, ils vont passer beaucoup de temps dans la colonne et ils vont sortir après les particules de grands polymères. Donc, vous avez un mélange au départ et après les passages sous colonne, vous avez séparé les grandes masses molaires et les petites masses molaires. Et donc, cette technique, elle discrimine, elle permet de faire la différence entre les grandes chaînes et les petites chaînes. Et c'est pour ça qu'on arrive à calculer les dispersités. Elle a été utilisée au départ par les biologistes pour déterminer la masse molaire des protéines. Et ensuite, les polyméristes, ils ont pris la technique. Donc, les résultats de la chromatographie à exclusion stérique, c'est un chromatogramme que vous voyez ici. Donc, sous l'axe des abscisses, vous avez les volumes de rétention ou les temps de rétention. Donc, ça veut dire qu'on a des pics. Ici, c'est une famille de polymères qui est sortie après un certain temps. On a une deuxième famille de polymères et on a un pic qui correspond à une petite molécule et qui, probablement, c'est l'amorceur de la polymérisation. Donc, la première information du chromatogramme, est-ce qu'on a une famille de polymères, deux familles, plusieurs familles de polymères? Est-ce qu'on a encore un monomère? Est-ce qu'on retrouve d'autres choses dans notre polymère? Ensuite, cette technique nécessite de faire une calibration de l'appareillage. Vous voyez cette courbe, il y a des petits points. Okay? Ces petits points sont des polymères, par exemple de polyméthylmétacrylate commercial qu'on a acheté. Donc, on sait que celui-là, par exemple, a une masse molaire de 50 000. On va la jeter dans notre colonne et on va voir qu'il va sortir après 5 minutes. On injecte un deuxième polymère, polyméthylmétacrylate, cette fois plus petite, 30 000 grammes par mol, et il va sortir après 7 minutes. Et on fait comme ça pour une dizaine ou une douzaine de polymères, de plus en plus petits, et on a une courbe de calibration pour notre instrument. Quand on va injecter notre polymère à nous et on trouve les pics, on peut voir sous la courbe de calibration qu'après, par exemple, 15 minutes, on a une masse molaire qui est de 26 000 grammes par mol. Après 30 minutes, on a 5 000 grammes par mol et après, on a les petites molécules qui vont sortir.
Donc, grâce à la calibration, vous savez la masse molaire relative de votre polymère. Si vous allez injecter le polyméthylméthacrylate, donc les mêmes polymères qui a été utilisé pour la calibration, les résultats de la chromatographie d'exclusion stérique, c'est la vraie masse molaire. Si vous allez injecter du polystyrène, vous n'aurez pas la vraie masse molaire. Vous avez une masse molaire qu'on appelle relative, parce que on sait que les polymères, les polystyrènes, dans les mêmes solvants, ils pourraient former une pelote un peu plus grande ou un peu plus petite. Ça dépend des affinités du polymère pour les solvants. Mais ça suffit de le dire. Ensuite, l'appareillage, il peut vous calculer la masse molaire moyenne en poids et donc, il va vous calculer la dispersité. Donc, CPIC, il a une dispersité de 1,31, CPIC, il a une autre dispersité, etc. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème technique pendant l'injection, c'est-à-dire pour être sûr qu'il n'y a pas de surpression, qu'il n'y a pas de fuite, on met toujours un standard interne dans les solvants qu'on utilise pour la chromatographie, dans les solvants qui vont passer à travers la colonne. Et en général, c'est une petite molécule organique. Par exemple, ici, la phase mobile, c'est le tétrahydrofurane et les standards internes, c'est le toluène. Le toluène est une petite molécule et donc, si on voit les dessins, les petites molécules sont les dernières qui vont sortir. Donc, on est sûr que le toluène, c'est la dernière molécule qui va sortir de la colonne et on sait que dans le tétrahydrofurane, à une certaine température de notre four, il doit sortir toujours après 23 minutes. Et donc, à chaque fois, on contrôle. S'il est sorti après 23 minutes, on est sûr et certain qu'on peut utiliser la courbe de calibration et donc, on a bien calculé les masses molaires des polymères à partir de cette courbe de calibration. Et dernière chose, dans les ordonnées, donc ici, on a en général l'intensité du détecteur. Et les détecteurs, quel type de détecteur on a pour les polymères? On a des détecteurs qui mesurent l'indice de réfraction du solvant. Quand vous avez une solution avec les polymères, l'indice de réfraction, ce n'est pas le même par rapport à les solvants tout seuls. Donc, vous avez un pic à chaque fois que vous passez du solvant à la solution de polymère. Ou vous avez des détecteurs qui font les spectres UV. Et donc, chaque fois qu'un polymère avec une absorption dans l'UV passe devant les détecteurs, eh bien, vous avez votre pic. Donc, ici, les étudiants qui font des travaux pratiques, ils vont faire une chromatographie d'exclusion stérique et ils doivent être capables d'interpréter les résultats d'un chromatogramme. Donc, on va conclure pour aujourd'hui avec la spectrométrie de masse pour les polymères. Si vous voulez mesurer de façon la plus précise possible la masse molaire d'une chaîne de polymères, vous avez un appareillage exprès. Vous ne pouvez pas mettre un polymère dans un spectromètre de masse pour les molécules organiques parce que le polymère, il va être détruit. Et vous voulez obtenir la masse molaire de la chaîne de polymères. Donc, il y a un appareillage différent qui a été conçu et la technique pour avoir les spectres de masse des polymères et des protéines et des biomolécules, ce n'est pas la même. Donc,
la technique, on l'appelle de l'anglais MALDI-TOF, et c'est la ionisation par désorption laser à partir d'une matrice. Et on va mesurer les temps de vol des chaînes de polymères à l'intérieur du spectromètre de masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez normalement une plaque d'acier avec des puits dans lesquels vous mettez un mélange de votre polymère, échantillon, polymère, et une matrice. Les matrices, c'est des petites molécules organiques qui ont la capacité, les moments que vous déposez ces mélanges matrices échantillon polymère, d'absorber l'énergie d'une lumière laser qui vient à impacter votre mélange. Donc, le laser, il va ioniser votre matrice et il y a un transfert de protons de la matrice à votre chaîne de polymères. Les chaînes de polymères, pardon, ils vont acquérir une charge positive et comme il y a une différence de potentiel de 20 000 volts qui est appliquée entre la plaque du MALDI et la sortie de la chambre d'ionisation, vos chaînes de polymères ils vont se détacher, désorber de la plaque et ils vont faire un parcours dans une tube dans lequel on va mesurer les temps de vol. Et donc, la vitesse de votre polymère chargé est proportionnelle à sa masse molaire. Et donc, les grosses chaînes vont arriver au détecteur en premier, ils vont donner un signal. Les petites chaînes vont arriver après, ils vont donner un autre signal. Et les résultats, c'est un spectre MALDI qui ressemble à celui-là. Dans les abscisses, vous avez les temps, c'est-à-dire la masse molaire de votre polymère. Chaque pic, c'est une chaîne de polymère entière avec les deux bouts de chaîne. Et donc, vous avez une masse molaire, une autre masse molaire, une autre masse molaire. Là, c'est les polymères de masse molaire les plus élevés à droite. Si vous faites la différence entre la masse molaire qui correspond à un pic et la masse molaire qui correspond au pic avant ou après, vous devez avoir comme résultat la masse molaire du monomère. Parce que la seule différence entre les deux chaînes, c'est l'unité de répétition. Donc, ça veut dire que si vous attendez un certain polymère et vous connaissez les extrémités de chaîne, vous pouvez vraiment calculer la masse molaire précise d'un polymère. Et donc, on appelle les MALDI méthode d'ionisation soft parce que les molécules ne sont pas cassées, ne sont pas fragmentées. Vous pouvez voir toutes les chaînes. Si vous faites la polymérisation contrôlée, c'est important de voir si vous avez vraiment un certain groupement à l'extrémité de la chaîne. Si vous faites des réactions chimiques pour modifier les bouts des chaînes, la spectrométrie MALDI, ça vous permet de voir si vous avez changé la masse molaire des chaînes. Donc, c'est une technique qui est très, très utile et c'est l'information la plus précise possible sur la masse molaire de votre polymère. Sauf que vous ne pouvez pas mettre des polymères de 180 000 grammes par mol. Les appareillages, ils ont une limite. Pour avoir une bonne résolution, donc un spectre comme celui-là, il faut avoir des polymères de 20 000 grammes par mol. Certains appareillages, ils peuvent arriver à 40 000 grammes par mol. Donc là, on est déjà à 15h30 ici. Donc c'est très tard pour vous. Moi, j'ai terminé. On a un autre cours lundi, si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous envoyer les diapositives. Donc, on va terminer cette partie et on va commencer la partie sous la synthèse. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser.
Et sinon, ben, on se voit directement au prochain cours, donc la semaine prochaine. Et je vous dis donc, bonne soirée, bonne nuit, et à la semaine prochaine. Bonne journée, madame. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, madame. Madame. Au revoir, madame. Au revoir. Madame. Madame. Au revoir. Au revoir, madame.